Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les parlementaires se plaignent parfois de textes de circonstance, de projets de loi examinés dans la précipitation, poussés par une actualité brûlante. Assurément, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui n'appartient pas à cette catégorie. Ce serait même plutôt l'inverse, madame la ministre. Voilà des mois que nous entendons parler du projet de loi 4D, devenu au dernier moment 3DS, des mois que les concertations avec les élus se sont multipliées. Nous avons pourtant pu craindre au printemps que le projet ne soit même pas inscrit à l'ordre du jour, mais nous y voilà enfin, et en grande partie grâce à votre opiniâtreté, madame la ministre. Vous imaginez qu'avec une telle attente, nous espérions un grand texte pour les collectivités territoriales. Non pas un Big Bang, car nous n'en voulions pas, les élus locaux non plus, les grandes régions, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, ces réformes ont tellement bouleversé le paysage institutionnel local qu'il n'était pas question de se lancer dans un nouveau chamboule-tout. Nos collectivités ont besoin de stabilité. Mais ce texte arrive à la fin d'un mandat présidentiel et comme de nombreux élus, nous sommes assez déçus du résultat. Même le Conseil d'État n'a pas été tendre dans son avis sur votre texte. Pourtant, en apparence, tous les ingrédients sont bien présents. Un zeste de différenciation, un soupçon de décentralisation, une pincée de déconcentration et pas assez de simplification. Une lecture plus attentive des différents items fait apparaître une succession de mesures aux effets trop limités, mais tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. L'initiative d'encourager les nouvelles formes de participation à la vie politique locale, via l'abaissement des seuils pour faciliter la saisie directe par les citoyens de la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, est à saluer dans une période où se fait entendre de plus en plus bruyamment la grève des isoloirs. Certaines compétences des collectivités sont par ailleurs renforcées dans des domaines variés, l'environnement, le logement ou la mobilité. Mais si le projet de loi étonne par son éclectisme, il déçoit par ce qu'il tait. En effet, pas un mot sur les finances locales. Or, il n'y a pas de pouvoir de décision sans un réel pouvoir fiscal. Pusillanimité pour ne froisser personne ou tentative sincère de créer un consensus au risque d'en décevoir beaucoup. Quoi qu'il en soit, il est temps de développer de nouvelles solidarités financières vertueuses. Que demandent les maires ? De la souplesse, de la proximité dans l'action publique. Ce message a été entendu par la commission des lois et par le rapporteur. Je veux saluer les travaux guidés par Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Je tiens à saluer au nom de mon groupe la qualité de leurs travaux. Ils sont depuis plusieurs années maintenant les garants et les gardiens d'une doctrine sénatoriale sur le sujet, alimentée régulièrement par les travaux de la commission des lois et de la délégation aux collectivités. Mais pas seulement, le nombre de commissions saisies pour avis démontre que ce texte touche bien évidemment un nombre important de sujets. Nous espérons, madame la ministre, que les nombreuses initiatives portées par la majorité sénatoriale au cours des 2 prochaines semaines de débat ne resteront pas lettre morte. Ainsi, le texte adopté par la Commission prévoit de nouveaux transferts de compétences, tels que les transferts du service public de l'emploi aux régions ou encore le renforcement de la compétence solidarité des départements. En matière financière, je salue la proposition adoptée concernant la DSIL. C'est la reprise d'une position que j'ai défendue avec constance comme rapporteur pour avis de la mission RCT depuis plusieurs années maintenant. Le dispositif vise à ce que les subventions de l'État au titre de la DSIL soient principalement attribuées par le préfet de département et non pas par le préfet de région. Je voudrais dire quelques mots sur le titre 3 de notre projet de loi. Dans la lignée du rapport d'information de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard sur l'évaluation de la loi SRU, la Commission des affaires économiques a, elle, fait aussi un travail important. Sur le fond, le groupe Union centriste partage l'analyse de la Commission qui considère qu'il faut sortir de la dimension infantilisante de l'application de la loi SRU, ce qui implique la suppression des sanctions contre-productives dont la Cour des comptes a d'ailleurs démontré l'inutilité dans un rapport récent. Appauvrir les communes par des sanctions financières est une véritable erreur. Faisons-leur au contraire confiance en fléchant ces sommes pour le logement social sur le territoire, en mettant en place une consignation des pénalités de carence sous le contrôle du préfet. Un mot enfin sur un sujet qui empoisonne la vie de nombreux élus ces derniers temps. Je veux parler du risque juridique qui pèse sur ces élus représentant leur collectivité au sein d'une entreprise publique locale. Depuis février dernier, la Haute Autorité de transparence de la vie publique recommande aux élus de se déporter dans le cas où ils auraient à prendre ou à participer à la décision relative au SEM ou au SPL.
la menace est sérieuse. Un risque de condamnation pénale pour prise illégale d'intérêt, c'est un sujet en soi qu'il faut absolument résoudre, même au-delà même de la simple question qui est soulevée à cette occasion. De quoi effrayer de nombreux élus, alors qu'en réalité, comme l'ont relevé nos rapporteurs, cette interprétation paraît, je cite, « très éloignée de l'esprit de la loi ». Afin d'apporter aux élus locaux la sécurité juridique indispensable à l'exercice serein de leur mandat, notre commission a adopté un amendement qui me semble bienvenu. Il ne règle pas tout, il nous restera encore à réfléchir demain à une rédaction renouvelée du délit de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal, sujet pour lequel le Sénat a déjà été force de proposition de par le passé. L'examen de la réforme de la justice à la rentrée nous permettra, je l'espère, d'avancer sur ce point. Avant de conclure, je ne peux passer, Madame la ministre, sous silence le sujet du cumul des mandats, notamment celui de mandats de parlementaires avec toutes les fonctions exécutives locales. Nous sommes très nombreux à convenir que le législateur est allé trop loin, notamment en privant le Parlement de notre pays de la présence de maires, notamment de maires de communes rurales. Il est regrettable que ce texte ne permette pas, là aussi, de mettre de la souplesse dans l'application d'une règle qui s'est révélée finalement néfaste à la démocratie parlementaire. Je crois d'ailleurs sur ce point que le Président de la République convenait de cette difficulté qui se pose à notre démocratie parlementaire. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous avons ressenti une certaine déception à la lecture de la copie initiale du Gouvernement. Celle rendue par nos commissions offre des perspectives beaucoup plus encourageantes. Je souhaite que les nombreuses heures de débat qui sont devant nous permettent d'aboutir à un texte plus ambitieux et surtout que le Gouvernement soutienne cette ambition lorsque ce texte arrivera au Palais Bourbon. Je vous remercie.